Côté la radio, nous recevons Eugène Beteng qui nous présente ses trois ouvrages. Le premier, c'était Pour une jeunesse africaine décomplexée. À présent, nous abordons le second, Ni cancre, ni génie. Alors, vous nous faites savoir que on peut remarquer avec beaucoup d'attention que quelquefois les élèves qui sont très brillants à l'école ne sont pas nécessairement ceux-là qui vont réussir dans la vie. Alors, il faut pas catégoriser, c'est pas un vase à remplir. Il faut détecter, déceler le génie, le potentiel de chaque enfant pour faire simplement que le potentiel explose. Et ce jeune doit également rayonner. Effectivement, avant qu'on nous coupe, j'étais en train de dire que, en fait, chaque enfant a un potentiel. Et on ne peut pas, a priori, dire à travers une note ou bien performant dans une classe que tel enfant est génie, tel autre est cancre. Puisque l'expérience a montré que le cancre d'hier peut devenir le génie de demain. Oui. Le génie d'aujourd'hui peut devenir le cancre. Et de demain, dans la vie active. Ça peut arriver. Oui. Et surtout qu'on avait un bel adage quand on se passait à l'université. On disait toujours, premier à l'école n'est pas forcément premier dans la vie. Il y a des gens que j'ai connus qui ont quitté l'école très tôt, mais qui aujourd'hui sont de grands patrons. C'est vrai. Dans leur domaine. Ils ont quitté l'école pour aller, par exemple, dans la menuiserie métallique. Aujourd'hui, ce sont de grands patrons, ils ont les entreprises. Oui. J'en connais qui sont partis de l'école très tôt à l'université parce qu'ils ne comprenaient pas la physique que nous on faisait. Ils sont retrouvés à l'école des travaux. Aujourd'hui, ils sont des grands géomètres topographes. Certains sont des grands ingénieurs parce qu'ils ne comprenaient pas la physique telle qu'on la faisait, mais la physique pratique qu'on faisait à l'école des travaux, ils la comprenaient mieux. Donc, on ne peut pas, aujourd'hui, s'arrêter comme ça et dire, voilà, cancre ou bien génie. Non, c'est des choses qu'il faut essayer d'arrêter de faire. Oui. Chaque enfant a un potentiel. Le plus difficile, c'est de détecter son réel potentiel, son réel talent. Dans le livre, par exemple, je traite du quotient intellectuel, du talent et de l'intelligence. Oui. Si nous voulons seulement juger l'intelligence d'un enfant à sa capacité à produire des notes en maths, on se trompe. Oui. Et moi, je pense que on dit souvent que si on voulait juger l'intelligence d'un serpent à sa capacité à grimper un arbre, tous les serpents seront des idiots. Tout à fait. C'est des petites choses comme ça qu'on doit répéter aux enfants tous les jours pour leur faire comprendre que tu peux ne pas avoir 10 en maths, tu peux ne pas avoir 10 en physique. C'est pas un drame. Oui. Le plus important, c'est qu'un jour, tu puisses comprendre que je ne comprends pas peut-être bien la physique ou les maths, ou alors tu travailles à améliorer tes performances, mais tu peux te frayer un autre chemin. Ailleurs, dans un autre domaine. Oui. Voilà, il faut pas que... Parce qu'on voit souvent des parents qui briment les enfants, tes égaux, on fait ceci, les voisins, on fait cela. Ben, est-ce qu'il est sur le bon chemin? Est-ce qu'il est sur ce qu'il... C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment ce qu'il aime? Son domaine de définition, voilà, comme on disait souvent en mathématiques. Livre, vous voyez, il y a des familles où le parent est ingénieur, il voudrait que tous ses enfants soient ingénieurs. À l'intérieur, vous menez même plusieurs familles, plusieurs exemples en illustration. Oui. Si, d'un côté, vous dites, il faut que les enseignants évitent de stigmatiser les enfants par des paroles blessantes, rabaissantes au quotidien, dont tu ne comprends rien, tu ne comprendras jamais rien. Les parents également ont leur rôle à jouer. Il ne faut pas faire ou espérer faire vivre les enfants, enfin, son rêve à travers les enfants. Oui, en fait, c'est ce que j'ai appelé un peu le paradoxe rêve acquis, rêve hérité, en fait. Oui. Non, en fait, les parents aujourd'hui ont tendance à réaliser ce qu'eux-mêmes ils n'ont pas pu réaliser à travers leurs enfants. Oui. C'est souvent ça. Vous allez souvent voir un parent, je prends l'exemple comme ça, il est médecin, il est généraliste, il a fini sa carrière. Mais son fils sera, je ne sais pas, gynécologue. Oui. Ou il sera ophtalmologue. Il veut donc que son enfant se spécialise. Que son enfant se spécialise à sa place. Oui. J'en connais aussi qui sont même dans l'armée. Il dit, ben, je n'ai pas pu être commissaire de police principal. Mon enfant doit l'être. Doit au moins être commissaire de police principal. Donc, c'est des cas pareils. J'ai un autre ami qui est médecin, qui a pu placer, je ne sais pas comment, ses enfants dans des écoles de médecine en Afrique de l'Ouest. Et un jour, il me dit, j'ai non, vraiment, les autres, là, ils font ceci, il faut que celle-ci, elle doit être pédiatre. Oui. Donc, et il le dit devant l'enfant. Ça veut dire que l'enfant n'a même plus de place dans son propre projet de vie. Oui. L'enfant est un exécutant de son propre projet. Donc, et quand c'est comme ça,
Pour certains enfants, ça marche. Pour d'autres, non. Pour d'autres, non. Puisque on conduit certains enfants dans un mur. Est-ce que vous êtes sûr que ce que vous faites faire à l'enfant, c'est exactement ce qu'il rêve de faire dans sa vie? Et conséquence, à la fin, vous allez voir, j'ai cité des exemples, vous allez voir dans les corps de métier, des gens qu'on appelle souvent les brebis galeuses. J'ai parlé par exemple des policiers qui volent, des médecins qui volent des médicaments, des infirmières qui volent des médicaments, j'ai cité quoi encore de la mauvaise graine, en tout cas, dans plusieurs domaines. Vous voyez par exemple un prof d'informatique qui ne sait pas toucher un ordinateur. Oui. Vous voyez un prof, un enseignant qui triche, par exemple. Donc des petites choses comme ça, c'est des choses qui sont les conséquences du fait que les parents ont voulu que le plan de vie, le projet éducatif de l'enfant soit ce que eux ils ont pensé, parce que c'est à quoi l'enfant aspire. Quelle est la bonne attitude déjà pour le parent lorsqu'on a un enfant à la maison qui comprend pas nécessairement les cours qui sont dispensés régulièrement à l'école? On fait quoi? Comment on agit? On se montre patient, on écoute, on observe? Bon, mais j'ai essayé de traiter ça dans un chapitre que j'ai appelé les dangers les conséquences de la surprotection parentale. Vous allez voir aujourd'hui, beaucoup de parents s'offrent le luxe de donner à chaque enfant, même ceux de la maternelle, un répétiteur. C'est-à-dire, je suis étonné, j'arrive dans les maisons où je vois l'enfant de la maternelle à un répétiteur. À l'école primaire, on a déjà le répétiteur qui laisse pas l'enfant respirer. Et moi, je trouve que c'est une aberration. Je ne pense pas que c'est tout enfant qui a besoin d'un répétiteur, déjà. Et de deux, j'aime souvent le dire aussi ainsi, on n'apprend pas à marcher avec des béquilles. Parce que si tu apprends à marcher avec des béquilles, tu seras dépendant des béquilles. Donc, il faudrait que les parents comprennent ça. Quand l'enfant travaille mal, c'est pas forcément, la solution n'est pas toujours de venir faire les choses à sa place, de lui donner tout de suite un répétiteur. L'enfant ne peut pas comprendre parce qu'il y a un blocage. Peut-être les choses ne sont pas bien faites en classe. Peut-être que les choses à la maison, l'environnement n'est pas propice à ce qu'il puisse travailler. Tout à fait. Donc, tout ça, c'est des choses à analyser et se dire, voici la réponse qu'il faut apporter au problème que j'ai décelé. Bon, si systématiquement, chaque enfant sait que quand je passe d'une classe à une autre, j'ai un répétiteur qui viendra travailler, moi, je pense que c'est un problème. Il devient un peu... Oui, parce qu'en fait, vous mettez dans la tête de l'enfant que c'est la performance qui compte, c'est les notes qui comptent. Ce n'est même pas le diplôme à la fin. Oui. Et même, à la fin, on peut même dire que le diplôme qu'il aura obtenu, ça peut être le diplôme du répétiteur ou des enseignants. Oui. Parce qu'il est tellement porté par le répétiteur ou les répétiteurs, parce que j'en ai connu qui avait 4 répétiteurs. À la fin, qu'est-ce que lui-même il a mis dans ce qu'il a eu comme réussite? Parce que c'est le répétiteur qui vient le réveiller à 17h du 8h, il faut étudier. Quand le répétiteur part, un autre arrive à 20h pour dire il faut étudier. J'ai connu des collègues qui allaient faire des répétitions à 22h à des enfants. Certains qui allaient à 4h faire des répétitions. À des enfants? À des enfants. Donc, où est donc la place? Parce qu'en fait, l'enfant ne peut pas passer sa vie à exécuter et demain il se retrouve en train de prendre des initiatives. L'enfant doit apprendre à s'organiser. Voici mon temps de travail, voici mon temps de loisir, voilà. Tout ça doit être fait. C'est pour ça que vous allez voir des ingénieurs qui sont incapables de faire une omelette, par exemple. Qui ne peuvent pas laver leurs propres habits. Parce que toute la vie... Surprotégé, une présence excessive des parents. Vraiment, donc, les parents sont toujours là, constamment. Et j'ai encore pris un autre exemple. Le matin, quand vous arrivez, par exemple, si vous êtes passé par là, du côté d'Outilly, vous allez voir des parents, c'est-à-dire un embouteillage tous les matins, parce que tout parent tient à laisser son enfant dans la cour de l'établissement. Bon, c'est une habitude que je n'avais pas. Enfin, jusqu'à présent, j'ai du mal à comprendre. Même lorsque les enfants passent quelquefois le baccalauréat, vous voyez, il y a des parents qui viennent là attendre la fin des compositions de leurs enfants. On se dit que si on est en train de passer le baccalauréat, on a quand même minimum 18 ans, même 16 ans. Les gens poussent même encore plus loin. C'est-à-dire que les enfants passent le baccalauréat, ils doivent faire le concours, par exemple, de Polytech, ils ne savent pas comment monter un dossier. C'est-à-dire qu'ils ne se présentent pas devant une sous-préfecture pour dire je vais légaliser mon acte de naissance. C'est le parent qui porte le dossier. Vous voyez un peu. À quel moment l'enfant va toucher la réalité de la vie? À quel moment? Et même, j'ai lu des flyers là où aujourd'hui on fait des répétitions apparemment dans des grandes écoles. On dit on fait des répétitions. Ah ben c'est incroyable. Ce sont des réalités d'aujourd'hui. Oui, si l'enfant a son bac sans jamais rencontrer
je ne sais pas, aller dans un bureau administratif pour une quelconque formalité. Il ne saura pas comment s'y prendre. Il ne saura même pas où va la vie. Il ne saura même pas ce que c'est que cette vie. Maintenant, après ça, déposer son dossier, il ne sait pas quand on dépose son dossier, on l'informe seulement que le concours... Comment on se tient même dans un service public? Comment on se tient dans un service public? Comment on s'adresse à un aîné? Comment on s'adresse à une autorité? Tout ça, c'est des compétences de la vie réelle. Que l'enfant aura un bac avec mention, très bien. Mais s'il n'a pas ça, il reste vulnérable. Oui. Quand il va se retrouver dans un milieu où seul il doit s'assumer, il est perdu, il est dépourvu. C'est-à-dire que il devient, je sais pas, il a la merci de celui qu'il a devant lui. Oui. Vous entendez souvent des enfants qui partent du Cameroun, qui vont au Canada, qui sont perdus, qui abandonnent l'école. C'est les conséquences de tout ça. Oui. Ils se sont jamais retrouvés tout seuls. Il n'a jamais eu une occasion où il a eu à prendre son sort en main. Oui. Il se retrouve subitement dans un environnement où c'est lui qui doit répondre de tout. Et là, il est embêté. Il n'est pas seulement embêté, il perd toutes ses forces. Il ne réfléchit même plus. C'est très compliqué. C'est des choses... Voilà pourquoi est-ce que dans Ni Kang Ni Génie, j'essaie d'attirer l'attention à la fois des parents qui croient que l'idéal c'est de protéger l'enfant, être l'ange gardien pour que rien n'arrive à l'enfant. Il faut être partout, l'enfant est, il faut même une puce sur l'enfant pour être sûr qu'à tel instant l'enfant... Donner du lait jusqu'au bout. Oui, c'est bien, c'est beau, c'est de l'amour. Mais les conséquences, c'est pas aujourd'hui, c'est plus tard. À long terme. Que l'enfant doit subir les conséquences de cette surprotection parentale. Alors, c'est un livre à lire aussi bien par les enseignants que par les parents. Surtout les parents aussi, parce qu'on a vu plusieurs parties qui sont développées. Le dernier livre que nous allons ouvrir, c'est un livre que vous allez présenter très bientôt, précisément cette semaine au Musée national, dans le cadre du Salon international de l'industrie du livre de Yaoundé. C'est l'intelligence artificielle à tout, opportunités et risques. C'est un manuel de sensibilisation. Aujourd'hui, la question de l'intelligence artificielle semble faire beaucoup de bruit à l'extérieur. Est-ce que tout le monde sait exactement de quoi il est question? Vous levez quelques appréhensions, quelques craintes, quelques peurs, mais surtout vous nous donnez une information que beaucoup n'ont pas. L'intelligence artificielle, c'est pas une affaire d'aujourd'hui. Vous parlez de la naissance, la genèse. Vous allez retrouver ça vers 1956. C'est loin avant, c'est bien longtemps avant 2026 qu'on en parlait déjà. Donc ça veut dire que le Cameroun est un peu à l'arrière alors. Oui, on est vraiment à l'arrière, on est en retard. Je vais prendre quelques repères. Je suis président d'une association, l'Association camerounaise pour l'intelligence artificielle et l'innovation, ACIAI. Oui. Et en tant qu'association nationale, notre, je ne sais pas comment dire ça, notre alter ego, la première association du genre est née dans le monde aux États-Unis en 1979. 1979. Oui, ça fait 47 ans de sûr. Donc, on a commencé la promotion. Ça veut dire que l'intelligence artificielle qui existait déjà dans les années 20-30, on y pensait déjà 40-50, on faisait déjà la promotion de l'intelligence artificielle en 1979 aux États-Unis. Il y avait une association qu'on appelait AIA, Artificial Intelligence Association, qui est devenue aujourd'hui une association comme mondiale. Donc, on a fait la promotion de l'intelligence artificielle depuis 1979 ailleurs, mais chez nous, c'est n'est qu'aujourd'hui on commence à essayer de faire... D'aller dans ce domaine. D'aller dans ce sens. Oui. Et même, malgré ça, on a des barrages, des blocages à tous les niveaux. Deuxième exemple, est-ce que les gens savent que Canal+, par exemple, excusez-moi, je passe en... Ce sont des partenaires, ne vous inquiétez pas. Ce sont des partenaires de Royal. Par exemple, l'Afrique, je ne sais pas si je trahis un secret, à l'aide de l'IA, je vais vous le dire. Pour ceux qui sont de ma génération, il y avait une émission qu'on appelait les Guignols de l'info. Tout à fait. Et les Guignols de l'info, c'était souvent le président de la République, Jacques Chirac à l'époque, qui avait un sosie. On l'appelait un sosie, mais en réalité, c'est un avatar. Oui. C'est un clonage de l'homme. C'est-à-dire on clonait l'homme. En donnant quelques formes particulières. Quelques formes un peu qui frisaient un peu l'ironie. C'est-à-dire que ça, en fait, même pas. C'est-à-dire que ça le passait pour un personnage un peu amusant, rien qu'à le voir. Et on clonait dans l'homme le physique et sa voix. Tout à fait. Puisque tout le monde était étonné que ce soit exactement la voix, comme c'est lui qui est venu se faire enregistrer. Tout à fait. Mais il disait des choses qui faisaient rire. Et à côté, on clonait des gens comme Zinedine Zidane, comme des grands champions de l'époque. Oui, le présentateur Patrick Poivre d'Avor. Patrick Poivre d'Avor, par exemple.
Nous, on a consommé ça. Et c'est ça qui a permis déjà à Canal+ de s'implanter par. Tout à fait. Ça, c'est les années 2000. Donc, ça fait 25 ans que les gens ont mis à contribution l'IA pour percer dans un domaine. Je vous épargne beaucoup d'autres exploits de l'IA. Je vais citer encore un seul. Oui. Vous avez entendu parler du film Terminator. Oui. Terminator, c'est l'un des rares films dans le monde conçu et réalisé, c'est-à-dire scénario et réalisation complètement IA. Et ça, c'est l'un des films qui ont battu presque tous les records d'audience C'est vrai. en Occident. Donc, si chez nous, les gens peuvent s'amuser à dire toujours que non, l'IA... Parce que on ne voit que ce qui se passe sur Facebook et sur WhatsApp. Des gens qui déforment des personnages, des gens qui trafiquent des photos. Et donc, du coup, ça amène les gens à se méfier. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez dit que ce n'est pas seulement l'intelligence artificielle. Plusieurs données, l'informatique, le numérique, la téléphonie arrivaient avec beaucoup d'appréhension. Oui. Tout le monde se disait, ça ne va pas durer. Voilà. Et finalement, ça s'est imposé. Non, là maintenant, vous nous permettez de parler. Tu me permets de parler du livre en lui-même, tel qu'on l'a décliné. Nous sommes aujourd'hui victimes de nos erreurs d'hier. Oui. Dans le livre, au chapitre 3, j'essaie de le démontrer. En 90, dans les années 90, il y a l'avènement de l'ordinateur. Oui. Quand l'ordinateur arrive, il y a des gens, parce que c'est la première fois qu'on installe, on avait un ordinateur au centre des calculs à l'université. On venait là, on avait peut-être 2 ordinateurs là, on faisait des TP en 2 groupes, on essayait de toucher. C'était comme un congélateur, là, les congélateurs d'aujourd'hui. Donc, les gens ne sont pas appropriés l'ordinateur dans les années 93. Tout à fait. Dans les années 2000, Internet est arrivé. Et quand Internet arrive, même erreur. Moi, j'ai créé ma première adresse mail, boîte mail, à ICCNet, c'était à l'hôtel Hilton. J'avais dépensé 5 000 francs pour le faire. Pour le faire. Oui, c'était 30 minutes pour 2 000, je crois, ou 1 heure de temps pour 4 000 ou 5 000. 5 000 francs pour créer ma boîte mail. Les gens disaient, ah ben, à quoi ça sert? Plus tard, les réseaux sociaux sont arrivés. Non, le téléphone mobile est arrivé. Oui. Le téléphone mobile, c'était un luxe, puisque une minute, c'était 400 francs. On achetait le téléphone à 400 000 à l'époque. Oui. Donc, il y a des gens qui ont juré que ça ne me sert à rien, le téléphone. Oui. Mais la simple puce, je pense, c'était 20-25 000. Voilà, donc c'était 20-25 000 pour avoir une puce. Mon premier téléphone, je l'ai acheté peut-être à 90 000. L'inscription à l'abonnement, je crois, à 10 ou 15 000. C'était des Donc, gros ça, téléphones. il y a toujours des gens qui ont rejeté. Oui. Qui ont dit non. J'en ai pas besoin, je fais rien avec. Oui. Plus tard, il y a eu Orange Money même qui est arrivé peut-être en même temps que les réseaux sociaux. Les gens ont dit, je ne peux pas mettre mon argent dans quelque chose que je ne comprends pas. Non, je ne suis même pas sûr. Parce que si je perds mon téléphone, je perds. Donc, des choses pareilles. Je perds tout. Les réseaux sociaux et des parents qui ont cassé des dizaines de téléphones à leurs enfants. Facebook. Même les téléphones Android, quand ça arrivait, on disait que c'était fragile, ça ne servait pas à grand-chose. Oui, les parents étaient tellement nerveux, réfractaires. Mais il y a ces papas-là aujourd'hui sont presque tous à la retraite. Ils ne peuvent pas. C'est-à-dire, ils ne se fient même plus à ce qui se dit à la télé. Ils se fient plus à ce qu'ils voient dans le téléphone. Dans le téléphone. Qui est devenu tout à la fois. Qui est devenu téléviseur, voilà. Tout, donc, moteur de recherche, tout. Moi, j'essaye dans le livre de montrer que la bonne attitude, ce n'est pas de se montrer, de se fermer aux évolutions technologiques. Et encore plus à l'IA, qui est une révolution sans pareil. Parce que ça va impacter tous les domaines de notre vie. Oui. L'IA va améliorer en même temps le rendement des travailleurs, mais beaucoup plus, comment on appelle ça? Je ne sais pas le bon terme. Ça va accélérer les processus, les procédés en fait. Je pense que c'est automatisé. Automatisé. Je sais pas trop. Non, l'automatisation, ça a des liens avec, comment on appelle, la robotique qu'on faisait bien avant. En fait, le côté intelligent, c'est-à-dire le fait qu'on puisse désormais faire à une machine une tâche que l'humain devait être capable de faire, c'est un gros bond. Oui. Je m'explique. Il y a des tâches où il fallait forcément, par exemple, dans les aéroports, il y a parfois des requêtes qui doivent être faites par des passagers qui arrivent. Oui. Et à Simalin, par exemple, tout le monde doit faire la queue devant 1 ou 2 personnes. Mais ailleurs, il y a des terminaux qui sont comme des écrans d'ordinateur ou des écrans de tablette où chacun vient faire sa requête. En 2 minutes, il a fini sa requête. Oui, non, vrai, faux. Oui, non, vrai, faux. Et à la fin, la tablette va enregistrer tout ce que tu as fait comme requête et faire une compilation envoyée au service qui va traiter. Ça, c'est une grosse avancée. Dans les établissements, par exemple,
L'appel peut de plus se faire par des registres. Tout à fait. L'appel peut se faire de façon biométrique. Chacun va... C'est-à-dire que chaque élève, au début d'un cours, peut toucher, je ne sais pas... Qui enregistre sa présence, et ainsi une de borne suite. biométrique Tout à fait. qui est dans une salle de classe, ou bien sur sa table, et terminé, le professeur n'a pas besoin de faire l'appel. Le suivi en général sait en temps réel combien d'élèves il y a en classe. Et à la fin de la journée, il peut dresser la liste des absents, la liste des présents. Tout ça peut être centralisé et on sait même en temps réel combien d'élèves il y a dans chaque lycée, par exemple. Oui. Ça, c'est des idées, hein, je réfléchis à haute voix. Donc, si nous ne comprenons pas que l'IA est une aubaine aujourd'hui, qu'on soit encore à remettre cela en question, est-ce que ça vaut même la peine? Est-ce que ça ne va pas, ça dit que tout le monde, notamment ça répond à la question, est-ce que ça viendra prendre le travail ou bien arracher le travail aux hommes? Il y aura peut-être une réorientation, les hommes auront autre chose à faire, d'autres tâches, mais on ne va pas sur le fait que l'IA va prendre la place, un peu comme on a vu dans des films où les machines prenaient finalement le contrôle du monde. Oui, mais l'IA va prendre la place et en créant d'autres. L'IA en prenant la place de ceux qui travaillaient avec les mains, ça va créer des postes de gens qui travaillent maintenant en maîtrisant l'IA. Tout à fait. Donc du coup, les gens doivent comprendre que en fait, faut s'arrimer. Il faut plutôt s'arrimer. Voilà la solution. Et aussi, on n'a pas la peur. On appelle ça la peur du remplacement. La peur du remplacement est même moins grave parce qu'il y a d'autres personnes qui ont plutôt la peur, une peur diabolique, qui croient plutôt que l'IA c'est la fin du monde. Oui. Et les machines prennent le contrôle. Voilà, les machines au détriment des hommes. Le diable s'installe dans les maisons, le démon. En fait, je voudrais que les gens s'inspirent un peu de ce que Jean-Paul Sartre avait dit. Jean-Paul Sartre disait que toute révolution technologique est à la fois Dieu et le diable. Ouais. Ça veut dire que chaque chose qui arrive de nouveau, c'est à chacun d'en faire ce qu'il veut. Il y en a qui vont prendre ça seulement. Il y a des hackers qui en profitent. Tout à fait. Aujourd'hui, quand tes données sont entre les mains des hackers, il peut faire toi ce qu'il veut. Il peut vider ton compte, il peut contrôler tes mouvements, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais est-ce qu'on doit s'arrêter là? Certainement pas. Le monde, ça a toujours été le mal, le bien, le yin, le yang, le pour, le contre, l'action, la réaction, le poids, le contre-poids. Tant qu'il y aura le vrai, il y aura toujours le faux. On voit bien que c'est tous les domaines qui sont concernés. Hein. On vous a vu parler dans votre livre de l'agriculture, la médecine, certaines activités professionnelles où vous avez par exemple parlé de l'infographie qui se faisait déjà. Oui. Il se faisait déjà via l'IA. Maintenant, c'est plus facile parce que de ce côté, ça s'est davantage perfectionné. Oui, l'infographie, c'est l'un des secteurs, le graphisme d'une façon générale, qui va le plus être impacté au Cameroun par l'IA. Parce que quand vous voulez monter une bande d'annonce d'une émission comme celle-ci, l'infographe te prenait 2 à 3 jours pour pouvoir le faire. Pour réfléchir. Actuellement, en un prompt, c'est-à-dire que je prends mon téléphone, 1 minute, je te produis une bande d'annonce de cette émission. Oui. Avec nos photos, nos visages. Tout à fait. Et on dit, je n'aime pas dire les blancs, ailleurs, on dit time is money. Donc, si l'infographe qui devait mettre 3 jours pour produire un flyer comme celui-là, pas en produire 10 en une journée qui gagne. Mais c'est sûrement lui. Mais c'est sincèrement lui, c'est aussi la société qui gagne. Oui. Parce que l'excédent de temps qu'il aurait mis pour pouvoir produire le même flyer, ils peuvent faire beaucoup d'autres choses. Oui. L'intelligence artificielle a des bons. Oui, et surtout que beaucoup parmi eux sont un peu comme bloqués. Ils veulent rester dans leur Photoshop, dans leur logiciel habituel. Non, mais aujourd'hui, même l'intelligence artificielle est en train d'envahir. C'est-à-dire que dans ces logiciels, on intègre même l'IA. Oui. Ça veut dire que tu as l'habitude de travailler avec Photoshop. Ok, tu veux travailler avec Photoshop et qu'on a intégré l'IA dans Photoshop pour t'aider à aller plus vite. Ça veut dire que quand tu es dans Photoshop, tu peux taper une commande qui te permet de produire ce que tu voulais faire en assemblant 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Oui. Ou alors 5 images. L'IA de Photoshop te propose quelque chose de plus sophistiqué. Parce qu'en fait, ce que je n'ai pas voulu dire, j'ai oublié de dire tout à l'heure, l'IA a boosté la créativité. Oui. L'IA a boosté l'imagination. Vous allez voir aujourd'hui des enfants qui font de très grandes choses dans le domaine musical. Je ne vais pas trahir un secret en disant que il y a eu des musiques qui ont été longtemps consommées aussi en Afrique. Et des gens se disaient toujours que c'était des performances tout à fait humaines, mais c'était beaucoup influencé. Aujourd'hui même encore, c'est grave. Hein? Oui. Il y a beaucoup de créations à base de l'IA, une chanson qu'on peut vous fabriquer en 2 minutes. 1 minute, c'est terminé. Bien sûr. C'est juste savoir échanger avec la machine. Nous, on a fait
l'informatique rudimentaire où on devait taper des dizaines de pages pour donner une commande à une machine. Oui. Pose un problème. Aujourd'hui, tout le monde, aujourd'hui même les littéraires peuvent même mieux faire avec l'outil informatique que les scientifiques. Puisque les prompts, c'est quoi? C'est dialoguer avec la machine en lui donnant des ordres. Oui, exactement ce qu'on souhaite avoir. Plus l'ordre est précis, mieux la machine se comporte. Ça veut dire quoi? Quand celui qui fait la C, la technique, tout ça, va vouloir faire un prompt, rien que ses fautes d'orthographe, de grammaire sont déjà un problème. Or, quelqu'un qui a fait une série littéraire va mieux exprimer sa pensée, mieux taper le texte, et du coup, il aura mieux le résultat qu'il attend. Il y a beaucoup d'acquis avec l'intelligence artificielle. Moi, je propose que les gens viennent au Musée national pour continuer les échanges sur l'intelligence artificielle. On l'a dit, c'est le... Oui, il y aura une conférence inaugurale le 11 à 15h. Le 11, oui. Oui, l'association va donner une conférence inaugurale le 11 à 15h. Et il y aura la dédicace de l'ouvrage en lui-même le 13 à 9h, 9h, oui. 9h30. Le 13 à 9h, donc vendredi. Oui, vendredi. Au musée national. Voilà, pour que les gens viennent écouter, non seulement parler de l'intelligence artificielle, oui. À toute opportunité et risque, parce que oui, les risques, il y en a, et aussi les autres livres, hein, Ni Cancre, ni Génie, et les autres. Mais ce n'est que quelques-uns, et on a beaucoup d'autres choses, par exemple la crise du diplôme, on en a parlé ici. Tout à fait. Fois. Et je n'ai peut-être pas pris la peine d'insister sur quelque chose. Tous ces livres sont intitulés Collection, éveil et motivation. Oui. Notre objectif, c'est d'éveiller les jeunes, les conscientiser, les amener à comprendre où va le monde, les amener à croire en leur potentialité. Tout à fait. Et en leur chance. Le monde est devenu aujourd'hui une arène planétaire où tu peux être ici compétir avec quelqu'un qui est à New York. Tout à fait. Tu peux être ici postuler en Chine. Et aujourd'hui, les talents dans le monde sont valorisés. Quand tu fais tes preuves quelque part, ce qui est sûr, c'est que si on cherche des gens qui ont comment on appelle ça, les compétences dans un domaine, on peut le trouver facilement sur la place internet. Facilement t'imposer. Surtout, ça commence à venir chez nous. On ne demande plus forcément quel diplôme tu as. On demande ce que tu peux sais faire. Et ça doit être intégré dans nos mœurs. Si on prend ici quelqu'un juste parce qu'il a un diplôme élastique, mais qui ne peut pas, je ne sais pas comment dire, entretenir un panéliste ou bien un invité comme vous êtes en train de le faire, son diplôme ne va pas le faire à sa place. Il aura beau avoir son diplôme, il va le brandir, mais s'il a un piège journaliste, le lendemain, il ne sera pas là, il sera plus là. Oui. Les gens doivent comprendre que c'est les compétences qui valent. Tout à fait. Valent, c'est-à-dire qu'en réalité, doivent être valorisées plutôt que le diplôme. Le diplôme, ce n'est qu'un référentiel, ce n'est qu'un bout de papier. Oui. C'est beau. C'est comme si on validait que oui, au moins vous avez suivi ces cours. Mais à la fin, il faudrait quand même que l'élève, l'étudiant qui a ce diplôme, qui défend ce diplôme, puisse dire oui, c'est moi qui ai ce niveau, c'est moi qui ai eu ce diplôme. D'ailleurs, je fais une anecdote dans un des livres là, en disant que dans les années 60, les premiers diplômes donnés par les colons étaient marqués être décerné à monsieur tel à titre précaire, essentiellement révocable, le diplôme de CEPE. Ça veut dire quoi? Quand tu avais le CEPE, si tu te comportes dans la société comme quelqu'un qui ne mérite pas, on te l'enlève. On te l'enlève, on te le retire. Bon, et on n'en parle plus. On n'en parle plus. D'accord. Il faudrait qu'on y arrive, que quelqu'un puisse un jour poser un acte dans la rue, qu'on se rende compte que là, celui-ci ne mérite pas ce diplôme. On dit, monsieur, on vous retire votre diplôme. Alors, moi, je vais vous remercier, Jeanne Beteng, et moi, je dis que les Camerounais aillent au Musée national, au Salon international du livre. De l'industrie du livre, c'est de Yaoundé, c'est du